On passe au débrief de cette séance de questions au gouvernement et pour cela j'accueille sur ce plateau Yan Chantrel, bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France. Face à vous Emmanuel Capus, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Indépendants de Maine-et-Loire, vice-président de la commission des finances et enfin Jérôme Bacher. Bonjour. Bonjour, sénateur LR de l'Oise et secrétaire de la commission des finances. Jérôme Bacher, on vient d'entendre Bruno Retailleau à l'instant qui dit... Bon, on a trouvé des accords avec les centristes quand on a commencé à examiner le projet de loi immigration. Pourquoi vous vous en tenez pas là, finalement? Pourquoi aller sur une proposition de loi constitutionnelle? Pourquoi en demander plus, demander ce référendum, ces quotas, etc. J'ai lu les journaux. Et le président de la République, il y a 8 jours, dit non, mais on traitera de l'immigration quand les LR seront d'accord. Eh bien, les LR, on dit chiche. On produit Assemblée nationale, le parti, Sénat, deux textes communs. Donc voilà, nous sommes d'accord. La balle est dans le terrain d'Emmanuel Macron. Cela fait plus d'1 an en vérité que ce texte est annoncé. Il a été annoncé par Gérald Darmanin pour septembre de l'année dernière, oui. Puis après, un peu plus tard, puis à l'hiver, puis au printemps, puis à l'été, puis à l'automne. Bon, voilà, c'est les 4 saisons je n'ai pas de politique, et nous en avons une. C'est un franc durcissement de la politique migratoire que vous proposez. C'est à prendre ou à laisser, ou est-ce que c'est une base de négociation? Non, sur le sujet constitutionnel, de toute façon, nous n'avons pas totalement la main, donc nous le savons parfaitement. Mais on a montré... quelles étaient les nécessités. C'est un symbole, c'est un acte politique. C'est un acte politique. Évidemment, on n'a pas la capacité, donc on ne va pas non plus s'inventer des pouvoirs qu'on n'a pas. Ça, c'est le propre, comme le disait justement Bruno Retailleau, d'un certain nombre d'instances qui commencent à parler de sujets sur lesquels ils n'ont pas de compétences. Et n'ayant pas la compétence, en vérité, ils se délégitimisent, et notamment parce que le peuple français, les peuples européens, ne les ont pas légitimés pour cela. Et ça, c'est très grave parce que cela fait naître un sentiment anti-européen. Quand on veut être pour l'Europe, nous sommes pour l'Europe, il faut que ce soit les textes votés par le peuple et rien que cela, pas au-delà. En tout cas, eh bien, tout à l'heure dans l'hémicycle, Gérald Darmanin a eu une analyse de votre proposition. Il a dénoncé un Frexit migratoire. On va l'écouter tout à l'heure dans l'hémicycle. Il y a aussi des différences, monsieur le sénateur, et notamment des divergences de principe, sur lesquelles sans doute il faut que nous débattions. Vous proposez, pour certaines dispositions, de sortir de la Convention de Genève de 1951, de sortir des traités de l'Union européenne, de sortir du Conseil de l'Europe, de sortir de la CEDH. Et si c'est tout à fait vrai, c'est une question importante que ce Frexit migratoire. Il faut évidemment que nous puissions échanger sur les propositions constitutionnelles, mais avouez que c'est ici, nous faisons un projet de loi ordinaire. Emmanuel Capus, la majorité présidentielle a besoin des voix LR pour faire adopter le projet de loi, enfin les propositions de loi ou le projet de loi immigration. Est-ce que vous êtes prêt à aller sur ce terrain? C'est pas la question. La question, effectivement, c'est que je pense qu'il faut qu'on aille au bout d'un projet de loi immigration, parce que je crois qu'on est tous autour de la table convaincus qu'il y a quand même une difficulté sur ce sujet-là, y compris, je pense... je ne veux pas m'avancer pour la gauche, mais je pense quand même que... On va écouter la gauche ensuite. Il y a quand même un large consensus sur le fait qu'il y a une difficulté sur l'immigration en France. Après, c'est vrai qu'il faudra bien trouver un accord aussi politique avec une majorité large. Moi, j'avais constaté quand même qu'on trouve qu'il y avait un texte qui avait été déposé par le gouvernement qui avançait devant la commission des lois du Sénat, qui était issu en grande partie du rapport du président de la commission des lois de François-Noël Buffet. Si les LR se mettent d'accord, on a vu sur le débat sur les retraites, c'était pas évident qu'il n'y avait pas qu'une seule ligne entre les députés eux-mêmes et entre les députés et les sénateurs LR. Hein. Vous avez eu les trois têtes en couverture du JDD. Là, il semble qu'il y a un accord au sein du parti LR. Tant mieux. Si ça peut faire des propositions, c'est très bien. Il ne faut pas non plus que ça soit de la surenchère qui soit on peut débattre de tout. Ça me paraît compliqué. Qu'est-ce que c'est pour vous? Ça me paraît compliqué de réformer la Constitution. Ça me paraît, parce que déjà, trouver une majorité, c'est compliqué. Trouver une majorité des 3/5 pour modifier la Constitution, ça me paraît assez objectivement... Improbable. Non, c'est le bon terme, improbable. Oui, donc, il ne faut pas que ça soit non plus des effets d'annonce. Donc, mais en revanche, si on peut trouver une solution, j'y suis tout à fait favorable.
Votre regard, Yann Chantrel, on ne va pas vous faire parler avant que vous ayez parlé. Mon regard, c'est déjà qu'il ne faut pas être dupe par rapport à ce qui est proposé par le groupe LR. On n'est pas encore sorti d'une séquence de mobilisation contre la réforme des retraites, qui a mobilisé très fortement votre camp. C'est pour ça que d'ailleurs, ça n'a pas pu être voté à l'Assemblée nationale. C'est parce que LR était divisé au sein même de son groupe à l'Assemblée nationale. Donc on tente de faire une sorte de diversion sur un autre sujet de manière très démagogique, parce que ce qui est visé par... Qui tente de faire diversion? LR LR fait diversion, bien évidemment. Ou la majorité présidentielle qui remet le sujet sur la table? Il y a LR aussi qui tente, dans un premier temps, de faire diversion, parce que c'est eux qui proposent de textes. Et ils vont faire diversion en draguant clairement un électorat qui est l'électorat de l'extrême droite. C'est ça, les clins d'œil qui sont appuyés vis-à-vis d'un électorat, c'est l'électorat de l'extrême droite. Et moi, d'accord avec Sacha Houlié qui dit, effectivement, on va vers la voie RN. Moi-même, j'ai été un immigré dans un autre pays, au Canada. Et je peux vous dire que je commence à en avoir assez qu'en permanence, on essaye de faire diversion sur le dos des immigrés. Nous sommes tous en grande partie des Français de s'en mêler, c'est ce qui fait la force de notre pays. De montrer du doigt en permanence les immigrés, vous croyez que ça crée quoi dans notre pays? Ça crée justement une situation insupportable. Ça ne crée pas de cohésion sociale. Nous sommes ici des représentants nationaux. Notre rôle, notre but, c'est de créer de la cohésion. C'est pas de créer de la division entre les origines de gens, de savoir d'où vient un tel ou un tel. C'est pas ça. C'est justement de permettre, effectivement, une intégration plus poussée. Et je dis bien le mot intégration, non pas assimilation, mot que je déteste. Moi, je dis intégration parce que, d'ailleurs, vous pouvez prendre l'exemple des Français. Vous-même, vous irez émigrer dans un autre pays, vous ne souhaiteriez pas être assimilé, vous garderez la fierté d'être un Français, vous êtes très fier. Votre identité, ça ne vous empêche pas d'avoir une double culture. J'en ai une moi-même. Et je peux vous dire qu'elles communiquent, qu'elles s'entretiennent entre elles. Et ça permet justement de valoriser des choses. Et ça enrichit, ça nous enrichit. Moi, ça m'a enrichi. Vous estimez qu'il y a un problème de contrôle de l'immigration en France quand même? Alors, ou est-ce que vous jugez il y a deux choses qu'il faut relativiser. Je prends l'exemple du Canada, qui est surtout souvent pris en exemple par LR eux-mêmes, d'ailleurs. Ils prennent souvent parce que c'est une immigration choisie, effectivement, sur la base de diplôme, mais pas exclusivement. Mais il faut savoir que là-bas, ils accueillent 2 fois plus d'immigrés. Est-ce que c'est ce qui est proposé? Parce que si on regarde concrètement les problématiques liées également au taux de natalité et autres, nous allons avoir besoin de plus d'immigrés. C'est la réalité dans toute l'Europe. Donc vous êtes favorable à toutes les mesures concernant les métiers en tension, par exemple, où on nous dit, en raison de la baisse de la démographie, on a besoin de régulariser les métiers en tension? Tout ce qui peut favoriser des personnes qui sont en plus sur notre sol, dans des situations souvent précaires, donc qui ne sont pas protégées socialement et qui occupent des emplois, quels qu'ils soient. Ils occupent des emplois, c'est qu'on a besoin d'eux. Il faut effectivement les régulariser. Je pense que c'est essentiel. Parce que ne serait-ce que pour elles, par rapport à notre système social, pour pouvoir les prendre en charge, chose encore plus démagogique. On parle de l'AME, la suppression de l'AME. Mais on sort d'une pandémie. C'est l'aide médicale d'État. C'est une mesure sanitaire. Que LR veut remplacer par l'aide médicale d'urgence. N'ont pas de passeport. Elles peuvent se diffuser. C'est une mesure sanitaire pour protéger justement les Français par rapport à des maladies. Ne protégeant pas des gens qui sont sur notre territoire, ça n'est pas des mesures sanitaires. Je pensais que la pandémie aurait permis au moins d'avoir une réflexion là-dessus et de comprendre que justement... Allez, votre réponse, Jérôme Bascher. Moi, je comprends parfaitement que Marine Le Pen soit en tête avec des discours comme cela. Parce que c'est nier des réalités. Nier la réalité... Est-ce que vous allez sur son terrain, du coup? Non, mais attendez, c'est pas d'aller sur son terrain. Il y a un moment, il faut écouter les Français. Moi, je suis désolé. Quand est-ce que le Front National est au 2e tour de l'élection présidentielle? 2 fois après les gouvernements de gauche, 1 fois après celui d'Emmanuel Macron. Il faut dire la vérité. Quand est-ce que le Front National recule? Après que les gouvernements de droite ont eu gouverné. Voilà la vérité. Et pourquoi? Parce que nous ne nions pas les réalités. La réalité, et ce qui énerve le Français, c'est quand il voit qu'à l'aide médicale d'État, on vient faire quelques soins qui ne sont pas des soins d'urgence, contrairement à ce que vous venez d'expliquer. On n'a pas de problème sur les soins d'urgence et sanitaires qui viennent faire des opérations programmées au titre de l'AME. Ça énerve le Français qui, du coup, se radicalise, alors que lui, il voit tranquillement qu'il paye plus cher sa santé, qu'il n'a pas accès à un médecin, et il voit que d'autres viennent faire des soins programmés en France, payés par lui-même. Allez, on passe à un autre sujet qui a marqué cette séance de questions au gouvernement. C'est la question de l'ISF climatique. En tout cas, l'une des propositions qu'a faite Jean Pisani-Ferry dans un rapport rendu public ce lundi. Quentin, effectivement, c'est un sujet qui a été abordé tout à l'heure par la socialiste Angèle Préville. Oui, tout à fait, Tam. Alors, vous le redisiez, mais le point de départ, c'est bien ce rapport remis lundi par Jean Pisani-Ferry, un proche d'Emmanuel Macron. Il avait même rédigé son programme économique en 2017.
fait, il écrit dans ce rapport que la décarbonation, je cite, va appeler un supplément d'investissement public et privé de 66 milliards d'euros par an. Et dans ce contexte, il dit que les riches doivent aussi participer à l'effort avec un prélèvement dédié, selon Jean Pisani-Ferry, qui pourrait être assis sur le patrimoine financier des ménages les plus aisés. En clair, un impôt en plus pour les plus riches. Le ministre de l'économie a très rapidement fermé la porte à cette idée. L'impôt n'est pas la solution, a-t-il dit. C'était hier matin sur RTL. Mais eh bien, de son côté, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a dans un premier temps, en tout cas, semblé ouvert à ce débat sur l'impôt. La taxation des plus riches est légitime, a-t-il dit hier midi. Changement de ton lors de cette séance. Écoutez Christophe Béchu. La question du financement, elle ne peut pas être taboue. Mais dans la manière dont elle est traitée par M. Pisani-Ferry, elle évoque plusieurs pistes. D'abord, faire en sorte de réorienter les dépenses. Nous sommes dans les champions du monde en termes de prélèvements obligatoires. L'écologie ne doit pas être le prétexte pour augmenter les impôts. Il faut réorienter des dépenses et réorienter de la fiscalité, mais en aucun cas ne se servir de ce prétexte pour aller ajouter à une forme d'écologie qui écartera une partie de nos concitoyens, alors qu'on a besoin de tout le monde pour réussir compte tenu de l'ampleur du défi. Voilà, on a vu Christophe Béchu envoyer des petits tacles comme ça aux écologistes pendant cette séance. On verra en tout cas quels sont les choix du gouvernement lors bien de l'annonce de la planification écologique. Ce sera mi-juin, Tam. Merci beaucoup, Quentin. Emmanuel Capu, vous êtes plus Christophe Béchu de lundi ou Christophe Béchu de mercredi, celui qui se disait ouvert ou celui qui, aujourd'hui, d'évidence, a fermé la porte après que Bruno Le Maire a dit « c'est pas possible, c'est pas ce qu'on va faire, on va pas créer de nouvel impôt pour les plus aisés ». Je connais assez bien Christophe Béchu depuis assez longtemps pour savoir qu'il est assez constant dans ses choix. Il l'a redit. Alors on a peut-être mal interprété. Il a redit qu'il ne devait pas y avoir de tabou, qu'on était face à des enjeux extrêmement complexes et inédits, et qu'il ne devait y avoir aucun tabou. Il l'a redit tout de suite. Il n'y a pas de tabou. Mais très clairement, ça ne sera pas ça. En revanche, ce qu'il rajoute aujourd'hui, et ce qu'a dit Bruno Le Maire également ce matin, je crois, c'est que la transition écologique doit pas être un prétexte, c'est le terme qu'il a utilisé, je crois, tout à l'heure, pour augmenter des impôts sur une catégorie de personnes, en l'espèce les personnes qui sont déjà les plus imposées en réalité. Il ne faut pas créer un nouvel ISF. D'abord, il ne faut pas créer un nouvel ISF. C'est ce que vous proposez en quelque sorte, une imposition sur le patrimoine. Je rappelle qu'en fait, ce qui existe dans notre pays, c'est déjà des impositions, notamment sur les revenus, qui sont progressives et qui touchent évidemment beaucoup plus les riches que les pauvres. Donc il y a d'autres formes il faut trouver des financements, il y a d'autres formes de financement. Je pense notamment à la... On peut pas faire ça, donc on fait quoi, oui? Il y a déjà des choses qui ont été faites, notamment Christophe Béchu avait déposé un projet de loi sur l'expérimentation du tiers-financement pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, qui permet de financer par des entreprises privées la rénovation des bâtiments publics, et les entreprises se rémunèrent sur les économies d'énergie fournies. Ça, c'est une innovation en termes de financement, et il y en a plein d'autres. Et il a dit aussi, il faut réorienter vers la transition écologique un certain nombre de sources de financement. Mais il n'y a pas besoin, à mon sens, comme au sens du ministre, de faire de nouvel impôt. Dans un monde globalisé, les riches, si on les taxe trop, ils partiront et ils iront carboner exactement à l'étranger. Allez, on a parlé de transition écologique. Ça a été un des sujets marquants lors de cette séance de questions au gouvernement. On va tout de suite rejoindre Alexandre qui se trouve avec Jacques Fernic, qui a tout à l'heure d'ailleurs interpellé le gouvernement sur cette transition écologique et notamment sur la question du fret ferroviaire. Effectivement, on parlera dans un instant de la question du fret ferroviaire et de l'opérateur public Fret SNCF. Mais une réaction, Jacques Fernic, le ministre Christophe Béchu dit que l'écologie ne doit pas être un prétexte pour augmenter les impôts. Qu'est-ce que vous en pensez? L'écologie, ça doit être une raison d'agir. C'est-à-dire, on peut avoir des débats, des discussions, on adore les polémiques avec des principes, on ne touchera pas les impôts, les prélèvements obligatoires. On sent aussi un petit peu la volonté d'un gouvernement de laisser un autre sujet derrière. Ces questions de transition écologique, elles sont sérieuses. On le voit sur la question des transports, c'est des investissements importants. Le Conseil d'orientation des infrastructures, la Première ministre l'a validé, a choisi un scénario qui est ambitieux mais qui est nécessaire. Le rapport Pisani-Ferry, le travail qui a été fait sur les trajectoires climatiques montre
que les politiques de petits pas minuscules seront inefficaces, seront du gâchis et en plus seront démoralisantes pour nos concitoyens, nos entreprises, notre économie qui a besoin d'être compétitive dans un monde qui est un monde à venir, dans lequel ce qui sera compétitif, ce qui sera efficace, c'est ceux qui ont réussi à mettre au point les technologies, les marchés, les filières de la transition écologique. On le voit aujourd'hui sur la question des voitures électriques. On a une petite décennie de retard sur la Chine, notamment. Et donc... je prends l'exemple des transports. L'exemple des transports, ce qui a permis à nos voisins, je suis d'Alsace, en Allemagne, en Suisse, dans les pays nordiques, de financer le report modal important qui fait que pour eux, l'objectif de 30% de part modale des marchandises sur les trains est un objectif atteignable dans les 10 ans parce qu'ils ont su faire payer la route. Ils ont su appliquer un principe pollueur-payeur, qui est un principe qui est pas ruineux pour les chargeurs, qui est pas ruineux pour les transporteurs, qui permet simplement de mettre de la rigueur, de pousser à de l'organisation, de la massification des transports et qui donne les moyens au fret ferroviaire d'avoir son efficacité. Mais justement, vous avez interrogé le gouvernement sur cette question du fret ferroviaire puisque l'entreprise publique en charge de ce secteur, la Fret SNCF, est en danger. La Commission européenne menace de lui mettre une amende pour aide illégale d'État, pourrait disparaître cette entreprise. Il y a quand même 4800 salariés et le ministre des Transports Clément Beaune, lui, est en train de négocier un accord pour sauver cette entreprise Fret SNCF, la restructurer, peut-être diminuer un petit peu sa capacité en préservant, je cite, 90% des effectifs. Est-ce que cet accord qui est en train de négocier Clément Beaune, il vous satisfait ? Il n'est plus en train de négocier, vu que l'accord qu'il a convenu avec la Commission, il est là. Cet accord, c'est une sorte de capitulation dès le départ. Cette affaire date de janvier. La France avait 1 mois pour présenter ses arguments, si je ne me trompe. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Il y a un contentieux analogue qui concerne l'Allemagne. La procédure engagée, c'est pour des années. C'est pas comme ça, en une décision annoncée hier, qui décide que Fret SNCF n'existe plus en tant que tel. Fret SNCF, on n'aurait plus le droit d'employer ce terme commercial. Ça sera deux entités en abandonnant à la concurrence tout ce qui est train complet. C'est la disparition de 500 postes d'emploi existants aujourd'hui sur Fret SNCF. C'est l'interdiction de Fret SNCF de concourir à des appels d'offres pour des années et des années sur les trains complets. Donc c'est quand même un démantèlement important au moment où on a besoin d'un fret ferroviaire public qui soit en excellent état de marche pour que le rebond ferroviaire, on le réussisse. Donc on sent que vous n'êtes pas du tout satisfait par cet accord. Non, on ne capitule pas dès le départ quand il y a de quoi négocier. Merci beaucoup, Jacques Fernic, d'être venu à mon micro. Merci beaucoup. On continue de parler de transition écologique sur ce plateau et de cette proposition de Jean Pisani-Ferry. Pas que c'est quelques pages dans son rapport, mais c'est ce qui fait le plus parler, c'est le fait d'imposer les plus riches pour financer la transition écologique. C'est une bonne chose, Yann Chantrel ? Oui, c'est une bonne chose. Et nous, ça fait un moment qu'on le réclame. Ça fait plus de 4 ans qu'on réclame justement la mise en place d'un ISF climatique pour une raison très simple. Quand vous regardez même les phénomènes de réchauffement climatique, ceux qui sont le plus touchés, ce n'est pas les plus riches. Eux, ils peuvent s'en protéger quelque part avec leurs moyens financiers. Ce sont justement aussi bien les pays les plus pauvres, les personnes qui sont les plus pauvres, mais même au sein des pays, ce sera les personnes les plus démunies. Donc la transition... C'est la double peine pour les plus pauvres. Exactement. Donc la transition écologique doit automatiquement inclure une politique de justice sociale et d'égalité sociale. Pour une raison très simple, c'est qu'en plus de ça, les plus riches sont aussi les personnes qui polluent le plus. C'est ça la forte injustice qui est également. La personne qui pollue le plus doit contribuer le plus à la transition écologique. C'est un principe aussi simple. Par contre, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'il y a un taux de fiscalité importante en France, on peut même dire 50% en moyenne, mais le gros problème, et qui enrage les Français, c'est que plus vous montez dans l'échelle, pas plus vous payez d'impôts. C'est faux, c'est l'inverse. Moins vous payez d'impôts. On passe à 25%. Et même, je vous donne une étude de M. Zuckman, qui est un chercheur français qui est aux États-Unis, qui a montré que les très riches, eux, c'était 2%. Vous estimez que ce n'est pas assez redistributif aujourd'hui, 2% d'impôt sur le revenu, pendant que d'autres Français de la classe moyenne en paient 50%. Vous trouvez ça juste ? C'est profondément injuste, alors que c'est eux qui polluent le plus. Donc, il faut que les riches payent leur part. Et là, on parle d'un besoin de 25 milliards. Mais qu'a fait Emmanuel Macron depuis 2017 ? Il n'a fait que diminuer les impôts du plus riche. On a parlé de l'ISF, 3 milliards à peu près par an depuis qu'il est élu. Faites le compte, vous allez voir, vous arrivez aux besoins qu'on a. La CVAE, 8 milliards.
Et c'est ça, flat tax, encore des milliards. En fait, revenu du capital, il a baissé, encore des milliards. Donc en fait, le bilan, c'est que depuis, quelque part, Pisani-Ferry, ce qui fait, c'est vraiment une condamnation en règle du bilan d'Emmanuel Macron en la matière. Je ne sais pas s'il le dirait comme ça. Les impôts sur le patrimoine et le revenu financier des plus riches. Alors qu'il faut justement, à juste titre, comme le dit ce rappeur, faire l'inverse. Et c'est ce que nous proposons. Il faut faire l'inverse. Jérôme Bascher, qu'est-ce que vous en pensez? J'imagine que la droite n'est pas favorable au rétablissement de l'ISF, mais comment on fait à ce moment-là? Je connais Jean Pisani-Ferry depuis presque un quart de siècle. Et c'est toujours un économiste de gauche. C'est un excellent économiste, vraiment, vraiment très bon, mais vraiment de gauche. Donc il a proposé quoi? De taxer les 10% qui gagnaient le plus, c'est eux qui concentrent 75% de l'impôt sur le revenu, tout simplement, 75% de l'impôt sur le revenu, et de faire de la dette. Moi, je n'avais pas compris qu'on était en manque de dette en France. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il... La dette climatique, c'est pas la même chose que d'autres dettes. Il y a des dettes utiles, des dettes nécessaires. Très bien, mais quand le pays est ruiné, vous faites rien du tout pour le climat. Ça, je peux vous assurer que là, c'est terminé. Donc là, on a sur un vrai sujet, on a un sujet de transformation, qui est un sujet de transformation en France, et je crois qu'il a bien commencé, et que les financements, d'ailleurs, sont là pour le faire. Il n'y a pas de vrai sujet. De ce point de vue-là, il n'y a pas de sujet de problème de financement. D'autres choses, réorienter l'épargne des Français, on peut faire quoi? Décarboner les industries, faire des incitations? Écoutez, déjà, il y a tout ça dans le plan de relance qui va nous coûter juste de la dette et qui ne va rien relancer du tout. Donc, le sujet, c'est que les entreprises sont en train de s'en charger très normalement, tranquillement, parce que sinon, ils ne pourront plus avoir accès à des développements. Mais le sujet n'est pas que franco-français. C'est bien ça le problème. Une fois encore, on essaye de traiter le problème climatique de par le monde uniquement avec notre nombril français. Eh bien, ça ne me semble pas tout à fait la bonne mesure. Il faudrait un vrai plan de verdissement européen, déjà, parce que je ne suis pas sûr que les Allemands soient totalement d'accord là-dessus, vous voyez, sur l'industrie automobile allemande, avec les accords avec les Chinois qui sont très en avance. Disait M. Ferry, ils sont en avance, les Chinois. Mais il faut voir comment et à quel prix. Donc si c'est ça son modèle, je le comprends. Ce n'est pas tout à fait mon modèle de pollution, la Chine. Si les voitures, c'est ce qu'il y a de mieux en Chine, je crois qu'il n'a pas bien regardé comment on produisait l'électricité des voitures électriques, car il me semble que c'est au charbon. Donc M. Fernic vient de nous dire sur votre plateau que avec la Chine, eh bien le modèle électrique chinois était le bon. Il faut faire du charbon. Non, je ne crois pas. Allez, dernière thématique de ce débrief des questions au gouvernement. Eh bien, on revient sur Vert Baudet, alors qu'une grève des salariés dure déjà depuis 2 mois de mobilisation pour réclamer des augmentations de salaire. 2 questions tout à l'heure émanant de la gauche lors de cette séance de questions au gouvernement. Écoutez ce qui se disait tout à l'heure dans l'hémicycle. La marge nette est passée de moins 0,7% à plus de 3,6%. La valeur ajoutée de 49,7 millions à 56,6 millions d'euros. Et sur la même période, la part des salaires par rapport au chiffre d'affaires est passée de 15,6% à 12,1%. L'unique revendication de ces salariés est une augmentation de salaire de 150 euros. La solidarité et le soutien de tout le monde du travail s'exprime, y compris financièrement, et quelque part cette lutte est devenue celle de tous les salariés du pays par procuration. Ce conflit social est bien connu des services de mon ministère et de mon cabinet. Il a été ouvert autour du 20 mars et un accord a été signé, un accord majoritaire sur lequel vous pouvez avoir une appréciation, signé par 2 organisations syndicales, Force ouvrière et la CFE-CGC, en soulignant que ces 2 organisations représentent, lors des dernières consultations, 63% des suffrages exprimés dans l'entreprise. Yann Chantrel, est-ce que vous soutenez ce mouvement des grévistes de Vert Baudet, alors que, on l'a entendu, le ministre vient de le dire, la CGT reste minoritaire et il y a eu un accord qui a été validé notamment par FO et la CFTC. Il y a 70 grévistes aujourd'hui sur 327 salariés. Oui, on les soutient. En plus, comme je vous dis, on vient de sortir d'un débat sur la réforme des retraites où on a parlé de la nécessité de revaloriser le travail. Revaloriser le travail, c'est pas à travers des primes, c'est à travers le salaire. Là, ce qui est proposé, c'est pas une revalorisation salariale, c'est 0% d'augmentation de salaire. Donc, ce qu'elle réclame à juste titre, c'est d'avoir des revenus décents pour pouvoir travailler. Et je pense que ça, c'est nécessaire. Mais il y a eu un accord. C'est ce que vous dit aussi le ministre, c'est ce que dit aussi la direction. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ça, c'est des éléments de langage. Et ce qu'ils défendent,
les salariés de notre pays et un travail rémunérateur. Les syndicats majoritaires. C'est pas un truc signé. Non, mais l'argument, la question, elle est plutôt là. Il a botté un peu en touche en disant ça. C'est parce que notre groupe a également posé une question sur le sujet. Est-ce qu'il est favorable à des augmentations de salaire pour les travailleurs ou non? C'est pas de reporter, de battre en touche sur les syndicats quand ça les arrange, alors qu'ils les ont pas consultés pendant la réforme des retraites. Donc ça, c'est un peu facile. Je pense que les syndicats eux-mêmes n'ont pas dû être très satisfaits de cette réponse. Donc ce qu'il faut, c'est surtout qu'on parle de transition écologique. On parle aussi de pouvoir avoir une fabrication française. C'est pouvoir de monter en gamme. Monter en gamme, c'est aussi monter en gamme pour les rémunérations des personnes qui effectuent ces travaux. C'est ça qui est essentiel. Il faut rémunérer beaucoup plus les gens qui travaillent. Vous ne pouvez pas rester au SMIC, au revenu minimum, toute votre vie. Et oui, c'est entre 1 300 et 1 500 euros les salaires dans cette entreprise, après plus de 20 ans d'ancienneté pour certaines de ces ouvrières. On peut comprendre notamment qu'avec la situation actuelle, l'inflation qui court, c'est compréhensible de demander plus que des primes aujourd'hui. Non, mais il ne faut pas tout confondre. Il y a un conflit social interne à une entreprise privée. Avec, et ça c'est pas des éléments de langage, un accord. Et donc dans une entreprise privée, il y a le dialogue social, les partenaires sociaux discutent, les syndicats majoritaires discutent, il y a un accord avec les syndicats majoritaires, CFTC et FO, qui a été trouvé sur des primes et sur donc des augmentations ponctuelles. Et il y a une tentative, on voit bien, il y a une tentative de récupération de ce conflit social interne. C'est pas à l'État de le régler, ce conflit social interne. Le ministre l'a très bien dit, il peut faire de la médiation, il peut aider les gens. Enfin, c'est pas à l'État d'aller dans les entreprises dire combien les entreprises privées. Je pense qu'il y a une tentative de récupération d'un syndicat minoritaire au sein de l'entreprise, parce qu'on voit Madame Binet qui débarque, pour essayer de transformer ce conflit interne en revendication nationale sur les salaires. Et là, effectivement, on sait tous qu'il y a l'inflation. Il y a des difficultés, évidemment, des Français avec les fins de mois. Et là, je pense que c'est autre chose. Et on aura des occasions d'en discuter, un débat sur la loi travail, sur le partage de la valeur. Mais ça, c'est autre chose. Et je ne pense pas qu'il faille récupérer des situations particulières pour en faire des étendards. Rapidement, car il nous reste une minute. Il y a une volonté de nationaliser le conflit, mais est-ce que ce n'est pas légitime dans le contexte actuel? Non, enfin, vers Baudet, ça a été très bien dit par un collègue communiste. Ça perdait de l'argent. Ça perdait de l'argent. Ils ont été à deux doigts la marge nette était négative. Ça s'appelle perdre de l'argent. Et donc là, ils ne se sentent pas forcément... Je ne rentre pas dans le conflit lui-même. Chacun est légitime. La CGT est légitime à dire je ne suis pas d'accord. Il y a un accord signé, il est légitime. Très bien. L'entreprise, elle a manqué de déposer le bilan. Ça n'allait vraiment pas bien. Mais il est certain, en revanche, que le sujet des salaires, aujourd'hui, se pose en 2023, car en 2022... Grosso modo, au niveau national, les salaires ont augmenté dans le privé et pas dans le public. Et on a un vrai phénomène dans le public. D'ailleurs, je crois qu'il y a des négociations qui vont s'ouvrir. Mais il y a un énorme sujet. Vous savez que depuis 2010, les fonctionnaires ont perdu 18% de pouvoir d'achat. 18%, c'est 2 mois de salaire. C'est 2 mois de salaire en moins. 2 mois de salaire. Ben, écoutez, voilà au moins un sujet sur lequel on voit la gauche acquiescer. C'est un gros sujet. Et les RPS sont d'accord là-dessus. Vous aussi sur la paupérisation des fonctionnaires? Oui, mais évidemment qu'il faut aussi défendre les fonctionnaires. C'est un sujet. Allez, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débrief des questions au gouvernement. On se retrouve tout de suite dans Avoir 20 ans, une émission consacrée à la santé sexuelle, l'éducation sexuelle des jeunes, alors que les infections sexuellement transmissibles sont en hausse depuis 20 ans. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.